Bienvenue dans votre émission Ma part de vérité. Nous recevons aujourd'hui le journaliste et écrivain Grégory Proch. Bonjour Grégory. Bonjour Annick. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. C'est moi. Pour nous faire découvrir ta part de vérité. Qui est Grégory Proch? Pour l'état civil, je suis né le 13 septembre 1970 à Paris, dans le 16e arrondissement. Je m'empresse de préciser que c'est parce que le 16e arrondissement, c'était un des arrondissements à maternité dans les années 70. Et pourquoi tu nous précises justement? Qu'est-ce qu'on pourrait penser quand tu dis ça? Je trouverais ça compromettant de venir du 16e arrondissement. Pour quelle raison? Je plaisante. Non, c'est juste une explication géographique. Il y avait le 14e arrondissement et le 16e, c'est les deux. Dans les années 70, c'est des grands bassins de naissance de ceux qui deviennent ensuite banlieusards. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit 16e, on pense plutôt bourgeoisie, ambassade, classe aisée, ambassade. Et c'est pas en fait à ça que tu avais envie qu'on pense. Enfin, non, mais c'est pas très grave. Enfin, c'est pas non plus, c'est pas infamant. Mais on va comprendre après pourquoi. Disons que politiquement, littérairement, intellectuellement, peut-être même moralement, je serais plus du côté des banlieusards que du côté des gens du 16e arrondissement. Ça ne signifie pas que nous soyons en guerre aujourd'hui, hein, mais j'ai grandi dans le 91, qui était une banlieue qui n'a rien à voir avec le 93 dans lequel je vis aujourd'hui. Le 93 touche Paris. Tout à fait. Et donc, on pense même au Grand Paris aujourd'hui. Exactement. Et les amis que je peux avoir du 93, quand ils avaient 14-15 ans, ils allaient dans Paris très facilement. Et c'est plus le cas aujourd'hui? Si. Mais nous, dans le 91, venir à Paris, c'était une équipée. Il fallait prendre un train de banlieue qui coûtait assez cher, globalement, moins qu'aujourd'hui, mais quand même. Et ça représentait un monde. Et il fallait traverser quelque chose pour y arriver. Les gens du 93 y entraient naturellement. Et quand on vieillissait, 17-18 ans, qu'on commence à sortir le soir, ben, quand on est dans le 91, on sort dans le 91, puisque on ne peut pas revenir de Paris en transport en commun la nuit, etc. Donc il y a une espèce de... C'est pas sinistré, mais il y a un clivage évident. J'aime ce mot, ça représentait un monde. Parle-nous un peu de ce monde. Ben, je vais commencer par un paradoxe. Je pense que c'est plus facile d'entrer dans Paris pour y vivre, pour y réussir, pour y étudier, y prospérer, etc., quand on vient de province ou de Paris, que quand on vient de banlieue. Il y a un complexe écrasant pour le banlieusard qui vient de lui, qui vient de Paris. La banlieue, étymologiquement, c'est ce qui est mis au ban, c'est ce qui est relégué. Ce sont les faubourgs, ce sont toujours les quartiers plus populaires, moins bien équipés, moins bien sécurisés, etc. Et dans ce sens-là, Paris représente l'absolu. Et toi, quand tu étais enfant, ça représentait l'absolu, Paris? Mes grands-parents travaillaient dans une librairie dans le 16e arrondissement, et donc partaient le matin très tôt, à 4 heures à peu près, et pendant les vacances, il m'est arrivé de le faire avec eux. Quand on est tout petit, il n'y a rien de plus valorisant, et rien qui rend plus fier que d'aller au boulot avec les parents, d'une certaine façon. Et là, je voyais Paris se lever, comme dans la chanson de Jacques Dutronc, à 5 heures du matin. Paris, pour un gamin, c'est vraiment quelque chose de somptueux. C'est beaucoup plus fort pour moi. La ville lumière. Ah oui, puis c'est beaucoup plus fort que n'importe quel film, que La Guerre des Étoiles ou je ne sais quoi. C'est plus spectaculaire, c'est sublime, parce que j'y suis maintenant habitué, même un peu blasé, mais c'est quand même peut-être la plus belle ville du monde, la ville la plus diverse, accessoirement une des villes où les femmes sont les plus belles aussi, et quand on est un jeune homme, ça compte beaucoup, parce que j'ai pu aller à New York, j'ai pu aller dans 2-3 endroits comme ça. Non, les femmes qu'il y a à Paris sont beaucoup plus belles globalement en moyenne. Et tout ça fait que Paris était l'étoile, le symbole, là où il fallait réussir à aller. Mais en revanche, une fois qu'on y était, ça devenait très compliqué parce qu'on était comme des ploucs. Parce que vous veniez de l'autre monde? De l'autre monde et qu'on ne comprenait pas forcément tout de suite comment ça marche. C'est pas que ce soit très compliqué, mais il y a des codes, il y a des usages. Et il y a des habitus, comme dit Bourdieu. Exactement. Et
ça, il n'y avait pas dans ton autre monde, ces habitus? Ben, pas les mêmes. Pas les mêmes. Moi, dans ma vie d'avant Paris, les mondanités, par exemple, n'existent pas. Et je le dis, c'est pas du tout péjoratif, je peux apprécier ça, c'est très agréable, un cocktail ou le champagne. Mais ce n'est pas quelque chose dans lequel tu as grandi? Non. Parle-nous un peu justement de ton monde. Alors c'est une famille, comme on dit aujourd'hui, déclassée. C'est-à-dire qu'il y a très très longtemps, il y a eu un peu d'aristocratie. J'ai jamais creusé, ça m'a jamais trop intéressé, puisque quand je suis né, c'était fini. En tout cas, on n'était plus du tout. Et il restait l'amertume, la nostalgie de tout ce qui avait été perdu. Or, quand on est enfant, c'est très désagréable comme impression de vie. Ressenti. C'est-à-dire un bilan qu'on dépose, c'est beaucoup moins stimulant qu'un projet ou que des idées pour l'avenir. Moi, j'ai grandi là-dedans, dans une espèce de ressassement permanent. Avant, c'était mieux. Sous-entendu, nous étions mieux avant. Mais c'était d'autant plus dérisoire que l'avant était vraiment avant nous. Il fallait remonter à au moins une centaine d'années pour avoir un peu de face, un peu de grandeur. Et tes parents? Puisque c'est plus dans le cocon familial qu'on entend justement ces ressassements. Il y a une conception, j'allais dire africaine, c'est un peu exagéré, mais il y a une conception de cet ordre-là, familial et clanique chez nous, qui fait que je suis né sans père, mais ma mère vivait chez ses parents, avec ses sœurs, etc. Donc c'est un monde grouillant, où il y a beaucoup de monde, où les rôles peuvent être joués par plusieurs personnes, c'est-à-dire que un peu comme en Afrique. Voilà, même s'il n'y a pas de père, techniquement il y a un grand-père, il y a des oncles. La représentation. Et on se fait casser la gueule quand on est petit et qu'on fait des bêtises, même s'il n'y a pas de père nominal. Donc c'est tout cet environnement en fait qui te faisait revivre la nostalgie du passé. Oui, mais pas d'une très bonne façon, parce que mon grand-père, par exemple, buvait beaucoup. Beaucoup à cause de tout ça. Parce que d'avoir perdu tout ça? D'être arrivé trop tard dans le schéma familial, et aussi d'avoir vécu la Seconde Guerre mondiale, qui est une vraie fracture, une vraie tragédie, comme peut l'être plus tard un peu la guerre d'Algérie aussi. C'est-à-dire chaque famille française est marquée. Mon grand-père était promis un bel avenir, il devait devenir ingénieur agronome, entrer aux eaux et forêts, etc. Et il avait 19 ans en 1939, il est rentré dans les chantiers de jeunesse, ensuite il a fait la guerre. Et quand il en est sorti, c'était un homme, mais un homme qui n'avait plus d'avenir, enfin en tout cas plus l'avenir prévu. Il s'est marié, et à partir de là, ma grand-mère et lui ont eu des enfants. Ils ont vécu pas très loin d'ici d'ailleurs techniquement, dans des conditions très difficiles, parce qu'aujourd'hui on ne s'en rend pas compte, mais les années 50 à Paris c'était très dur, il y avait encore des tickets de rationnement, on manquait encore de beaucoup de ressources, et on reconstruisait. C'est des années à la fois stimulantes pour certains et encore très dures pour d'autres, et je pense que mon grand-père y a laissé ses dernières illusions. Il a succombé à l'alcool, comme on dit, à grande échelle. Et toi, enfant, tu subissais... Alors, moi, je ne me rendais pas compte, c'est-à-dire je ne faisais pas la différence entre ce que nous buvions et ce que lui il buvait. Je n'ai jamais pensé que c'était du vin quand j'étais petit. Mais tu te doutais que son comportement était lié à cette consommation ou pas du tout? Ben non, j'avais admis que jusqu'à 9-10 heures du matin, il était adorable, très tendre, avec ma grand-mère, avec les chiens, avec les gens. Et puis, à partir d'un ou deux verres, pas plus, hein, mais un ou deux verres, ça le faisait redémarrer. Bon, ben là, il se mettait à vomir la terre entière, les gens à la radio, ceux qui écorchent le français, ceux qui racontent n'importe quoi. Enfin, c'était comme ça permanent. Moi, j'y étais habitué, je suis habitué, donc les gens volcaniques qu'on voit... Ça te connaît? Ça va, je m'y retrouve. Oui. Et ça crée un environnement bruyant, parce que ça fait des radios, des chiens, quelqu'un qui gueule, enfin il y a toujours... Donc c'est ça... c'est ton monde. Voilà, c'est le premier monde. Ton premier monde. Et puis après, on a le Grégory qui grandit. Oui. Qui devient, qui passe de l'adolescence à un peu l'âge... Mais difficilement, parce que je suis très turbulent.
à l'école, ce qui crée tout un tas de problèmes, au point qu'à un moment, on décide de m'envoyer dans le sud de la France, dans les Basses-Alpes, où j'ai une tante, par l'intermédiaire de laquelle j'arrive à entrer dans un lycée public à Manosque, celui-là même où le ministre Christophe Castaner, 3-4 ans avant moi, a étudié. Mais moi, je dormais au dortoir. Lui, il jouait au poker la nuit dans des bars de Manosque. Il l'a révélé une fois ou deux. Oui, donc une différence de traitement. On finit pas... J'aurais peut-être mieux fait de jouer au poker, j'aurais fini ministre. Alors comment tu vis cette période? Là, c'est très compliqué parce qu'il y a un problème d'identité très profond. Pour les gens du Midi, je suis un Parisien. Parce que Savigny-sur-Orge, dans le Midi, ça signifie rien. Il y a beau y avoir 50 000 habitants, ça n'existe pas. Donc, on vient de Paris. Donc, j'ai tous les défauts d'un Parisien, sans aucun désavantage, puisque je ne le suis pas. Et c'est ça que j'appelle, entre guillemets, la douleur du banlieusard. C'est que partout dans le monde, il est un Parisien, mais quand il entre dans Paris, il est un banlieusard. Et c'est insoluble. Et là, tu le vis comme une injustice? Non, comme quelque chose que je n'ai pas compris en temps et en heure. Sans doute parce que j'étais un peu désinvolte, un peu snob, que je voulais pas. Il y a des questions dans lesquelles je ne voulais pas entrer, mais je sentais que ça butait. J'ai commencé à écrire mes premiers textes et articles, et je voyais bien que je ne savais pas m'y prendre. C'est-à-dire? Il y a des codes, il y a un humour parisien, qu'on soit dans les maisons de disques, dans les chaînes de télévision, dans le cinéma, dans le théâtre, c'est pas le même, mais il a un peu les mêmes résonances. Et il faut trouver son espace à soi, à l'intérieur de ça. Un espace où on peut être reconnu. Tu avais un métalangage différent des autres. Surtout quand on n'a encore rien produit. Aujourd'hui, j'ai presque 50 ans, j'ai publié 3 livres. Tu as produit 3 ou 4 livres aujourd'hui. Ce qui fait que je peux m'appuyer là-dessus. Ça me tient lieu de parcours, de CV, même si j'ai fait d'autres choses aussi. Mais à 22, 23 ans, quand je suis entré dans Paris, j'avais des velléités, j'avais des ambitions, etc. Mais quelles étaient tes ambitions, justement? À ce moment-là, je pensais vraiment être écrivain et écrivain seulement. En écrivant exactement ce que je voudrais, y compris des choses, entre guillemets, invendables ou très dures à vendre. C'est comme si je disais, voilà, je vais réussir dans la poésie et devenir riche. Alors que chacun sait que s'il y a un domaine sinistré dans l'édition, c'est la poésie. Bon, moi, je n'étais pas poète de tempérament, mais je voulais écrire dans des registres qui ne permettent pas d'avoir le prix Goncourt et de vendre 500 000 exemplaires. Et n'ayant pas les codes, je passais pour quelqu'un de désagréable, désinvolte, agressif. Tu ne faisais pas partie de leur monde? En tout cas, j'y arrivais pas, j'y aspirais. Mais en même temps, mesurant chaque jour ce qui m'en séparait, ça me rendait aussi plus dur dans mes jugements, etc. Ce qui fait qu'il y a eu une incompréhension d'une bonne quinzaine d'années qui, sans être désagréable, parce que j'ai écrit en même temps, j'ai fait une pièce de théâtre, ça m'a stimulé. Mais si j'avais compris à cette époque-là que le problème venait de moi, en somme, qu'il suffisait peut-être que je change de langage, que je change d'attitude, peut-être ça serait mieux passé. Alors, Grégory, donc il y a cette incompréhension en fait des deux mondes, un monde dans lequel tu as envie, dans lequel tu souhaites qu'on t'accepte, et finalement, il y a un rejet, ce qui fait que des deux côtés vous vous rejetez. Aujourd'hui, tu en es où en tant qu'homme? En fait, à l'issue de cette période, c'est-à-dire la fin des années 90, j'ai commencé à voyager, ce que je n'avais jamais fait. Et je suis allé beaucoup aux États-Unis, souvent, pas de longues périodes. Et là, c'est un univers auquel tu adhères, tu te sens beaucoup plus accepté. On parle beaucoup du rêve américain. Oui, on parle pas souvent de ceux qui du cauchemar. Parle-nous un peu du rêve américain que tu as vécu, ou du cauchemar. En fait, j'étais pas parti pour le vivre. Moi, j'étais parti pour sortir de la France. Pour partir du monde, de ces deux mondes. Oui, puis même, je voyais toutes les issues. Je les avais bouchées d'une façon ou d'une autre par tout ce que j'avais fait ou pas fait. Et j'avais mon meilleur ami qui était étudiant avec moi à Tolbiac, qui est sénégalais et qui, lui, a obtenu la carte verte par la loterie.
jusqu'où ça La signifie. fameuse carte verte. Et lui venait d'une famille assez aisée, et il s'est retrouvé à Washington, familialement, dans une maison familiale. Et donc j'ai pu aller beaucoup chez lui. Et depuis chez lui, j'ai regardé un peu l'Amérique, je m'y suis baladé plus New York, Washington, quoi. Là-bas, d'abord, je me suis senti français, ce qui n'était pas forcément le cas quand j'étais en France. Je ne mesurais pas ce que ça voulait dire. Arrivé en Amérique, le système américain est très bien fait pour les Américains. Pour un Français, ça gêne à certaines entournures. On n'est pas, définitivement, c'est pas le même monde, même si c'est la même économie, etc. Et là, tu découvres un nouveau monde. J'ai découvert un nouveau monde et j'ai travaillé là-bas. Et quel est ton regard, justement, sur ce nouveau monde ? À l'époque, fasciné, passionné, mais vraiment comme on l'est par un livre, par un film. Je veux vraiment scanner. Et j'ai pu à la fois être dans des milieux un peu bourgeois new-yorkais, mais aussi travailler dans des magasins où ne travaillent que des sans-papiers, puisque je n'avais pas les papiers pour travailler aux États-Unis, donc je pouvais faire que des... Ce qui m'a mis au milieu d'Africains francophones, puisqu'il y en a beaucoup à New York qui bossent dans ces conditions-là, parce que là-bas, on ne les fatigue pas pour les histoires de papier, mais on les sous-paye, et ils ne peuvent pas sortir du pays sous peine de ne plus pouvoir y rentrer. Or, comme ils envoient de l'argent au pays, puisque c'est leur fonction, on les a envoyés à New York, à Washington pour ça, j'ai découvert aussi ce monde-là. C'est-à-dire un monde intercalé qu'on ne voit pas quand on se promène dans les rues en Amérique, mais qui existe, qui représente énormément de gens et beaucoup d'argent, avec des magasins tenus par des Pakistanais qui n'embauchent que des Africains francophones. Et je me suis débrouillé avec tout ça et ça m'a envoyé ensuite au Sénégal. Parce qu'à partir du moment où j'étais devenu, entre guillemets, français en Amérique, je pouvais voyager sérieusement et aller là où, me semblait-il, il allait se passer quelque chose. Et il allait se passer quelque chose au Sénégal ? Au Sénégal et en Afrique de l'Ouest plus généralement, et même l'Afrique centrale au bout d'un moment, c'est-à-dire en gros les 15 pays francophones, parce qu'il y a un système qui est vieux, qui est ancien, de domination et de dépendance, qui commence à se tomber, et c'est pas d'aujourd'hui. Et ça, à la limite, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Ce qui m'intéressait le plus, c'est ce qui commence à sortir. Et voir comment les nouvelles technologies, tous ces nouveaux modes de communication, tout ce que ça allait avoir comme impact sur des populations qu'on avait tendance à voir depuis la France, comme en gros des villageois ou des artistes. Puisqu'on voit ici beaucoup les artistes, mais on voit très peu de chefs d'entreprise africains en France. Alors qu'il suffit d'aller dans n'importe quelle capitale pour voir qu'il y a un début de tissu industriel. Et tout ça, ça m'a beaucoup fasciné, beaucoup passionné, intéressé, parce que j'ai travaillé un peu en histoire sur la décolonisation. Et voir 40 ans, 50 ans après, 60 ans, même maintenant, ce que ça donne, c'est très intéressant. Et il y a des liens avec la banlieue dont je suis issu, puisqu'il y avait l'autre monde. Ben oui. Il y avait, à l'école, à la fac. Et l'autre monde était beaucoup plus proche, similaire du monde sénégalais que tu découvrais ? Je ne saurais pas dire. J'étais tellement bienveillant en y allant que tout m'intéressait, sans jugement. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment découvert un monde. Ce qui est pas, en Amérique, j'ai découvert un autre monde. Là, j'en ai découvert un que je soupçonnais pas. Quand tu dis j'ai vraiment découvert un monde. Un monde avec énormément... Des valeurs, des traditions, une histoire, un oui, mais des fois de l'hypocrisie différent. aussi à l'intérieur de ces valeurs. C'est comme partout. On revendique ce dont parfois on manque. On dit souvent ça, les banlieusards réclamaient le respect. Se respectaient-ils eux-mêmes ? C'est une question douloureuse à laquelle eux seuls peuvent répondre, mais qui mérite d'être posée. Et c'est la même question qu'on peut poser à l'Afrique. L'Afrique réclame il y a un rapport de force qui est le respect, qui est pas encore mais se équilibré. respecte-t-elle elle-même ? C'est la même question ? C'est une question que je la vois se poser. C'est-à-dire que si je regarde les réseaux sociaux et l'expérience que j'en ai eue, il y a beaucoup de gens très intelligents qui se questionnent sur leur situation. Donc, pour l'heure, le rapport de force économique, et démographique, etc., permet peut-être pas encore toutes les libertés à l'heure qu'il est,
mais il n'y en a plus pour très longtemps, d'une certaine façon. On voit quand même que des pays comme le Ghana explosent vraiment, qu'il s'y passe un développement autre que celui de la zone francophone. Et je ne pouvais pas connaître, deviner, imaginer tout ça avant d'y aller. Et pas seulement au Sénégal, je suis allé au Gabon, au Togo, au Bénin, au Ghana, voir toutes ces diversités. L'Afrique existe, mais il y a 53 Afriques. Et tu te sentais plus proche de ce nouveau monde ou... D'abord, il est francophone, pour celui que je connais, hors le Ghana. Et il est d'une francophonie de très grande qualité, ce qui, pour quelqu'un qui écrit, c'est pas rien. Les premières fois où je suis allé à Dakar, il m'est arrivé de pouvoir draguer des filles en leur donnant un mot, avec des poèmes, etc. Des choses qui... Ça marche, ça? Ça allait. Ça allait. La poésie, voilà, la poésie et le théâtre existent, sont présents médiatiquement, culturellement, alors qu'en France, la poésie, bon, sur ce terrain culturel, c'est très important. Sur aussi découvrir que ce qu'on appelle, on va considérer qu'il y a 80% ou 70% ou 60% de chômage dans certains pays d'Afrique francophone. Mais quand on y est et qu'on voit ce qu'on appelle pudiquement le secteur informel, on voit bien que 100% des gens travaillent, en fait. Simplement, c'est des petits boulots payés au lance-pierre, il n'y a pas de fiscalité mise en place, mais les gens travaillent. C'est une idée forte aussi, parce que c'est très différent d'ici. Mais ce n'est pas des gens inactifs, improductifs, etc. Donc, tout ça, c'est en germe, et c'est véritablement passionnant. Et même à travers les réseaux sociaux, on peut le vérifier en bien comme en mal. C'est-à-dire que vous aurez aussi les résidus de la télé-réalité, toutes les catastrophes psychologiques qui vont avec ça. Mais c'est passionnant aussi. Et tu penses que ça, on ne le montrait pas à l'époque, dans les médias ? Mais même encore aujourd'hui, on peine à le montrer. Ça dépend des sociétés. Par exemple, de ce que j'en connais, la société ivoirienne est peut-être plus capable d'accepter les comportements hauts en couleur, les personnages un peu délirants et tout ça, alors qu'une société sénégalaise ou malienne, peut-être un peu plus musulmane et un peu plus corsetée, va plus le nier ou moins l'exposer. C'est une sacrée différence quand même entre des pays qui sont très proches les uns des autres. À quoi est-ce dû, à ton avis ? Je pense au substrat de chacun des peuples. Et chacun de ces peuples, c'est d'autant plus passionnant, se définissent aujourd'hui. Je veux dire que la crise ivoirienne, par quelques bouts qu'on la prenne, c'est aussi la crise de croissance d'une nation qui, à la fin, alors dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien, aura trouvé son contrat social et le moyen de vivre tous ensemble. C'est à ça que servent malheureusement toutes les crises, à progresser, à faire des sauts qualitatifs. Et est-ce qu'à un moment on se dise, peut-être ferions-nous mieux de nous entendre en faisant des concessions de part et d'autre. Oui, et puis tu parles de la Côte d'Ivoire, c'est quand même un pays, en tout cas une ethnie à côté de laquelle tu t'es beaucoup investi. On t'a vu dans différentes manifestations. Mais parce que tu es revenu en fait de l'Afrique avec cette volonté de rester aux côtés des Africains. Il y a une proximité. En France. Il y a une proximité et puis beaucoup de reconnaissance de leur part aussi qui attache, qui lie. Et il y avait aussi le fait que je trouvais que la France, mon pays, dans cette affaire-là, jouait un mauvais rôle. Ne jouait pas... Concernant la Côte d'Ivoire. Sur la crise ivoirienne. Mais je prends la crise ivoirienne, c'est la dernière en date, si je puis dire, mais l'Afrique en général. Sur les 50 dernières années, il y a je ne sais pas combien d'interventions militaires françaises. Est-ce qu'elles sont toutes justifiées par la morale et la défense des droits de l'homme? J'en suis pas sûr. Je suis même sûr du contraire. Mais il y avait cette dimension-là où je me disais, je ne voudrais pas que les Ivoiriens, pas tous, je ne les connais pas tous et ils ne me connaissent pas tous, mais je ne voudrais pas qu'ils pensent que tous les Français sont comme Sarkozy à cet instant-là. C'est-à-dire cinglants, autoritaires, péremptoires et sachant mieux qu'eux ce qu'il leur faut. C'était ça le plus que pour les Africains, il y avait cette idée, il est temps qu'on fasse ce qu'on doit faire, ce qu'on a dit qu'on devait faire et non pas ce qui nous arrange. Et
proposer la possibilité pour les Africains qui pouvaient me suivre sur les réseaux sociaux, etc., de conserver l'idée qu'il y a des Français honnêtes qui ne raisonnent pas que selon leurs pas intérêts. mettre tout le monde, pas tout le monde dans le même panier. dans le même panier. Il y avait cette idée-là beaucoup. Donc ça explique ton engagement aux côtés de ces communautés. C'est ça. Et puis aussi, tout ça étant, comme je le disais tout à l'heure, est en germe, est en croissance, et à regarder, c'est passionnant parce qu'ils sont nourris de toutes les autres expériences. Je ne connais pas meilleur connaisseur de la Révolution française et de l'histoire de France que les Africains francophones. Ils connaissent ça très très bien, et je pense qu'ils peuvent tirer de toutes nos expériences des leçons, des nouveaux schémas, parce que le schéma démocratique tel que nous le pratiquons ici, on voit bien avec les Gilets jaunes qui touchent ses limites. Donc, je suppose que ceux qui rédigeront les constitutions, qui réfléchiront les sociétés africaines dans les décennies qui viennent, auront en tête tout ça. Le rôle de la société civile, la place des femmes selon les pays, parce que c'est pas partout pareil, les inégalités ne sont pas les mêmes partout. Et j'ai plus que de l'espoir, moi je crois au génie des peuples vraiment, et les peuples qui ont très peu pu exprimer leur génie vont avoir un besoin d'oxygène, un besoin d'avancer qui va être, je pense, moteur. Tout à fait. Donc ça m'intéresse aussi à cet égard-là. Et on te retrouve quelques années plus tard dans l'aventure, le Gris-Gris International. Qu'est-ce que c'est ? Le Gris-Gris International, c'est un journal satirique fondé au Gabon, qui au départ devait que irriter le pouvoir gabonais, qui très vite a irrité tous les pouvoirs d'Afrique centrale, et plus largement encore, jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, au point que le Gris-Gris a été interdit dans son propre pays. Celui qui l'a fondé, Michel Ngundu Lunda, a rebondi en France à l'époque. C'est comme ça que nous nous sommes connus. Et moi, je sortais d'une ou deux expériences journalistiques satiriques, et le défi me plaisait beaucoup. En fait, le défi t'a toujours plu, de toute façon. Oui. Donc tu t'es retrouvé dedans et tu as sauté la tête la première. Et il y avait quelque chose de délicieux à savoir d'avance qu'il ne me serait jamais renvoyé ma couleur de peau lorsque je me moquais du personnel politique africain ou de stars africaines. Alors que si en France, un Africain riait d'un politique ou des stars français, je ne suis pas sûr que ça passerait forcément si bien. Alors que moi, je savais d'avance que dans chaque pays d'Afrique de l'Ouest ou centrale, il y a un potentiel ironique, cruel, qui est vraiment, c'est exactement le terreau qu'il faut pour un journal satirique. À la fois pour des caricatures, pour de l'opinion et pour des idées un peu, on va dire, un peu insolentes. Alors le Gris-Gris International, une belle aventure. Et là, aujourd'hui, tu as écrit ce livre, cette œuvre. Je suis née la même année que le PSG. Alors parle-nous-en, puisque c'est ton heure de vérité, mais là, à ne plus rien y comprendre. On est passé de l'Afrique au sport. Mais bon, dis-nous tout. J'ai essayé d'en mettre une partie dans le livre du parcours. C'est une espèce d'autobiographie, justement pour qu'on puisse, à travers... Alors j'ai essayé d'être le plus honnête possible, mais je peux me tromper par moments. L'erreur est humaine. J'ai essayé de faire en sorte que ça puisse être révélateur et miroir. Parce que ce qui m'arrive en soi, c'est plus ou moins intéressant, ça intéresse ou pas les gens. En revanche, ça se passe dans une époque, dans un temps, et dans une culture, dans des rapports économiques, et tout ça très précis. Il y a des dimensions humaines, sentimentales, les échecs amoureux, la destruction familiale qui s'opère avec le temps et certaines illusions qui n'ont pas survécu. Et à la fin, j'avais presque abandonné, j'ai beaucoup aimé PSG quand j'étais gamin, quand j'avais 14-15 ans, parce que c'était Paris. C'était vraiment le Parc des Princes est dans le 16e arrondissement, c'est le plus beau stade du monde. Quand on arrivait de banlieue, qu'on prenait la ligne 10 depuis Austerlitz pour le rejoindre, c'était vraiment peut-être les moments les plus émouvants que j'ai connus à l'époque. Et j'ai lâché un peu PSG dans les années 90 et 2000. J'avais la littérature, les questions africaines, j'avais d'autres préoccupations, mais je suivais quand même d'un œil. Et il se fait que j'ai rencontré ma compagne et qu'elle avait un enfant.
qui avait 6 ans à l'époque. C'était très troublant pour moi qui n'ai pas de père, qui ait souffert d'un beau-père qui était un peu dur, de me retrouver à devenir beau-père, alors que je n'ai pas eu d'enfant avant. Et là, ça semblait encore un défi où il fallait, mais de nouveau, il faut bien se tenir, il faut vraiment servir à quelque chose, on ne peut pas être désinvolte. Un enfant, ça mange le midi, le soir, ça se souvient de tout ce qu'on lui a promis. Exactement. C'est pénible, si je puis dire, pour quelqu'un de désinvolte et qui a l'habitude de n'en faire qu'à sa tête. Mais je pense l'avoir écrit dans le livre, avec lui, je me tiens mieux. Il t'apprend, il t'éduque presque. Mais vraiment, je le pense, il est possible que ce soit les enfants qui apprennent à leurs parents à devenir des parents, parce que comme il faut être efficace dans les ordres qu'on donne, dans les conseils qu'on donne, les recommandations, etc., il vaut mieux progresser avant et se mettre à jour. Tout à fait. Donc, lui, on est allé au Parc des Princes ensemble. Et ça a fini la fusion entre nous. Donc, d'une certaine façon, c'est comme ça que je finis le livre. Je lui ai transmis, alors, je ne sais pas si c'est la meilleure chose que je lui aurais transmis, un club de foot, c'est-à-dire un club de foot dans une vie, c'est beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse les soirs de défaite. C'est très éphémère les soirs de victoire, mais en même temps c'est une passion chevillée au corps. Au point et ça fait partie aussi de l'espérance de vie qui te fait avancer. Oui, j'aimerais bien que PSG gagne la Ligue des Champions. Ça sera ma terre promise. Tout à fait. On était ravis, c'était ta part de vérité. Un dernier mot? Merci. Merci à toi d'avoir été avec nous. C'était votre magazine Part de vérité. Annick Nguessan, je vous dis à très bientôt.